Première chose, c'est probablement que j'ai souhaité mettre au jour des choses que nos concitoyens ne peuvent pas facilement connaître en se contentant des médias, je dirais, mainstream, et donc un peu les dessiller, leur permettre de connaître des situations et des modes de perception, des modes d'action des politiques, de leurs collaborateurs dans les cabinets ministériels ou dans les préfectures, qui permettent de comprendre au fond pourquoi depuis maintenant une trentaine d'années, peut-être plus, on n'avance pas beaucoup sur tous ces sujets et on a toujours ce sentiment d'avoir une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête qui fait que notre France, notre pays pourrait se déliter et connaître une déflagration ou à minima se désagréger progressivement. Oui, oui. Donc, j'allais dire, c'est presque la bonne hypothèse, la désagrégation progressive et tranquille. Elle a d'ailleurs été presque conceptualisée par Jérôme Fourquet dans son ouvrage L'Archipel, où il nous dit que finalement on est déjà dans un pays décomposé d'une certaine façon, avec des gens qui partagent plus grand-chose en réalité. L'hypothèse la plus grave, c'est celle que j'évoque dans le roman, c'est celle évidemment de la conflagration, de la guerre civile. C'est pas une hypothèse que je caresse de mes vœux, loin de là. Je suis pas du tout partisan de la politique de la terre brûlée. Oui. Mais je pense en revanche, peut-être en raison de mes activités professionnelles, qu'il faut préparer les choses, qu'il faut anticiper et que on peut pas toujours mettre la tête dans le sable parce que ça ne permet pas forcément de régler les problèmes. Je sais bien qu'un grand homme politique disait que la politique, c'est là d'éviter que les questions se posent. Mais la question, elle est posée. Elle est posée depuis 30 ans de qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'unité de ce pays et comment éviter que certaines composantes du pays n'aillent à l'encontre de sa survie en réalité. Oui, c'est des questions fondamentales. Et ma question, pourquoi avoir choisi le récit, parce que c'est véritablement un récit très dynamique, bien écrit, que je vous invite à lire, bien entendu, on va vous mettre les références du livre. Pourquoi le récit? Pourquoi le choix du récit? Je voulais quelque chose d'agréable à lire. Je voulais véritablement que les lecteurs passent de l'autre côté de la barrière, dans un monde qu'ils ne connaissent pas, mais pas d'un côté académique. J'ai écrit des ouvrages académiques qui pourraient les lasser, qui soient trop juridiques et trop politistes, si je puis dire, mais quelque chose qui leur donne l'impression vraiment d'être dans la pièce avec les dirigeants. Donc je pense que le récit, c'était une bonne manière de les faire rentrer dans un sujet qui est compliqué, qui se traduit par de nombreuses interférences de tous les pouvoirs constitués entre les ministères, la présidence de la République, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, les assemblées parlementaires, les cabinets ministériels. Donc les faire rentrer dans cet univers quand même complexe, avec plaisir, et essayer de les rendre un peu accros, si je puis dire, à la chose. Oui, parce que oui, effectivement, c'est complexe et on va en parler. Qu'est-ce que vous avez pu dire dans le récit, Céline Kléber, que vous n'auriez pas pu dire dans un essai? Est-ce que ça vous a laissé une marge de manœuvre plus importante finalement? Je pense qu'il y a un certain ton. Il y a un certain ton qui est plus aisé à prendre dans le récit, surtout dans le genre policier, le polar, c'est un peu le genre du livre. Donc un certain ton un peu critique, un peu ironique, un peu dur que l'ouvrage académique ne permet pas et que les médias mainstream permettent encore moins, puisque là il faut vraiment faire très très attention aujourd'hui dans notre pays à ce qu'il faut dire. Et c'est peut-être une autre raison de ce choix du récit, c'est que aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'il y a une sorte de chape de plomb quand même dans notre pays. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Heureusement, depuis quelques années, on a des médias indépendants comme le vôtre qui se libèrent un peu du carcan, mais c'est encore compliqué, c'est encore difficile à entendre. Je disais dans une interview radio il y a quelque temps que si on compare à d'autres pays, je pense par exemple à l'Italie, dans la presse italienne, on lit des choses écrites de manière beaucoup plus libre, et d'ailleurs dans tous les courants de la presse italienne, beaucoup plus libre qu'en France. Donc je trouve que la France, de ce point de vue-là, souffre un peu de ce carcan, et le récit permet de s'en libérer.
Oui, c'est pour ça que c'est intéressant et c'est vrai que la liberté d'expression est mise à mal de plus en plus et que nous subissons toujours pareil, les médias indépendants, toujours des petites chausses-trappes. Je vous le cache pas pour ne pas en dire plus là-dessus. Moi, ce qui m'a frappé, Céline Kléber, je vous remercie d'être là ce matin, c'est quand j'ouvre le livre, il y a une véritable architecture des services de police, de renseignement, de protection, de forces de l'ordre. Pourquoi avoir voulu véritablement, il y a un glossaire aussi, hein, pourquoi avoir voulu dès le début, mettre en place les bases de ce qu'est ce pays, comment est structuré ce pays notamment. Mhm. Écoutez, une première idée, c'était quand même d'aider un peu le lecteur, parce que, encore une fois, c'est quand même un monde complexe et qui d'ailleurs souffre probablement de sa complexité. C'est-à-dire qu'on a quand même une multiplicité d'acteurs, y compris dans les services de sécurité, qui font qu'il y a quand même des coûts de coordination qui peuvent être importants et qui peuvent gêner l'action. Cela étant dit, l'autre aspect, c'était quand même de leur permettre de rentrer dans la matière. Et un troisième aspect, c'était que, en ce qui me concerne, j'aime beaucoup les policiers, les romans policiers, mais je n'aime pas du tout comme ils me roulent dans la farine et quand ils écrivent des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Et donc, c'était aussi une manière d'affirmer le réalisme du livre. Je parle de services qui existent. Mes personnages, certes, ce sont des brassages de gens, mais ce sont quand même des brassages de gens qui existent. Donc, derrière le roman, il y a quand même un substrat de réalité très, très, très intense. Même si c'est pas un roman à clé, il faut pas forcément chercher derrière chaque personnage un politique ou un préfet qui existe vraiment. Mais ça pourrait. Donc voilà, il y avait l'idée d'être au maximum du réalisme et un peu de me provoquer moi-même en disant mais est-ce que tel service ferait ça? Est-ce que le rapport entre le parquet et la sous-direction antiterroriste se passerait vraiment comme ça ou pas? Encore une fois, pour entraîner le lecteur dans cette vie très particulière. Oui, parce que c'est finalement ce millefeuille qui est censé assurer notre sécurité, prévenir les attaques terroristes, faire du renseignement territorial. Donc, il y a quand même un millefeuille qui est assez incroyable. Il y a plusieurs scènes, notamment, où on se rend compte que finalement aussi, j'ai l'impression qu'il y a une concurrence des services. Il y a des gens qui sont conviés, des gens qui sont pas conviés. C'est amenez-moi une chaise supplémentaire. Enfin, et on se rend compte que tout ça, j'ai l'impression, comme vous dites, que ça freine véritablement l'action et la capacité aujourd'hui de réagir et d'être coordonné sur les problèmes graves que la France affronte, aujourd'hui. Oui, alors il y a une vraie difficulté aujourd'hui, c'est qu'on peut avoir le sentiment que le commandement de la nation France, en tout cas du point de vue régalien, peut souffrir de certaines difficultés. On a souvent dit d'ailleurs, je suis pas le seul à le dire, on a souvent dit que le président de la République actuelle avait un vrai problème en termes de régalien. C'est que le régalien exige du commandement, exige de l'autorité et exige de l'organisation. On le voit d'ailleurs à mesure que les problèmes criminels se densifient. On a vu les attaques sur les prisons il y a quelques temps qui se multiplient et qui sont dans plusieurs lieux à la fois. Ça exige vraiment une organisation et une coordination des services très importante. Ce que j'ai voulu aussi montrer dans le livre, c'est qu'il y a toujours une part, pardonnez-moi ce terme, une part de bricolage dans l'action. On peut pas l'éviter d'une certaine façon, mais on peut essayer de l'encadrer par l'organisation, par la coordination, par l'anticipation, par le suivi aussi. J'essaye de montrer dans l'ouvrage que finalement, on s'intéresse un peu trop à l'immédiat, au présent, on s'intéresse pas beaucoup au futur pour en l'anticiper, et on s'intéresse pas beaucoup non plus dans notre pays au suivi des actions. Ce qui fait que souvent, ce qu'on fait, notamment dans le domaine régalien, ça ressemble à un coup d'épée dans l'eau. On va s'énerver, on va s'exciter, on va dire on va voter une nouvelle loi parce qu'il y a eu tel problème. Et puis, au bout de 3 semaines, une fois que la presse sera passée à autre chose, eh bien, on va pas vraiment se préoccuper de la mise en œuvre de tout ce qu'on a créé. Et donc, ça crée une sorte de sédimentation des textes, des organes, des structures qui, là encore, n'est pas favorable à l'action. Et puis, je vais vous donner un seul chiffre. Regardez le code de procédure pénale. 1350 pages.
qui peut maîtriser cet outil aujourd'hui? Même un docteur en droit n'y arriverait pas. Donc, comment demander à nos policiers, fussent-ils de très bonne volonté, et j'en ai rencontré énormément de très bonne volonté, comment peut-on demander à des brigadiers chefs qui font les enquêtes de maîtriser ce genre de choses simplement du point de vue juridique? Après, il y a des questions politiques qui se posent, que j'essaie d'aborder dans le livre, et notamment, par exemple, le fait que, par nature, les préfets peuvent être tentés de calmer le jeu en permanence, parce que c'est de ça que dépendent leur prochaine nomination au prochain Conseil des ministres du mercredi. On sait bien, vu de l'intérieur, je ne sais pas si les Français le savent, que l'enjeu pour un préfet, c'est qu'il n'y ait pas de vague. C'est ça l'indicateur de performance, si j'ose dire. Ce n'est pas de faire multiplier les interpellations par les services. C'est qu'il n'y ait pas de problème. Pourquoi? Parce que chaque mercredi, on joue sa place et on espère faire mieux, évidemment, c'est un peu humain. Oui, c'est absolument, oui, c'est pour ça que c'est bien d'avoir cette mise en perspective là-dessus de ce qui se passe. Vous parliez tout à l'heure, Céline Kléber, de l'attaque des prisons. Je voulais qu'on rapidement, on va pas rentrer dans l'actu actualisante, mais tout de même, est-ce que ça rejoint pas quand je lis votre livre, je lis votre récit, votre roman, votre polar chez Le Toucan Noir, je me dis finalement ce qu'on a vécu, ce qu'on est en train de vivre avec l'attaque des prisons, très coordonné, on voit que c'est très coordonné, hein, malheureusement c'est coordonné. Est-ce que là aussi, c'est pas un affront immédiat fait à l'État français? Et surtout, ça corrobore ce que vous dites aujourd'hui, ou du moins le récit que vous faites de l'état du pays? Oui, vous avez tout à fait raison. Je pense que c'est la conjugaison de plusieurs choses qui sont extrêmement fâcheuses et qui montrent que finalement, on est déjà presque dans le livre en réalité. Le premier point, c'est qu'il y a quand même, comme vous le dites, cette coordination sur le territoire national qui montre une forme d'organisation qui peut inquiéter. Deuxièmement, il y a une forme de vous l'avez dit, de mise en jeu, de mise en défi de l'État et de mise en défi du cœur de l'État qui est normalement, pour reprendre les grands classiques, qui est le monopole de la violence physique légitime. Donc, nous avons des individus qui prétendent pouvoir défier l'État de ce point de vue-là. Et puis, un dernier point qui est intéressant, c'est que, même si c'est peut-être pour tromper l'ennemi, si je puis dire, c'est que on sent naître un début de revendication politique avec ce fameux slogan des DPF. Donc, peut-être l'idée qu'au fond, certains, dans les milieux, alors je n'ai pas d'éléments sur l'enquête actuellement, mais peut-être que certains dans les milieux narcos peuvent estimer que, au fond, ils représentent, un peu comme au Mexique, une forme d'alternative, une forme d'autres sociétés qui pourraient s'imposer. Et c'est un peu ça que j'ai voulu montrer dans le livre, c'est qu'on a des franges dans notre pays, de quartiers, dans lesquels les gens ne raisonnent plus de la même façon, et ils peuvent se le permettre, parce que finalement, la prégnance de l'État, la prégnance du reste de la société n'est plus assez fort. Donc, il y a des micro-sociétés qui se constituent dans certains quartiers, avec leur mode de fonctionnement, souvent basé sur l'ultraviolence et une certaine distance, pour ne pas dire haine de la France. Le jour où ces différents micro-quartiers pourraient se coaliser, ça pourrait devenir extrêmement fâcheux. S'il y avait une coordination un peu comme celle qu'on voit sur les prisons. Oui. Donc, effectivement, cette attaque des prisons, d'ailleurs, je suis quand même extrêmement troublée de voir qu'elle ne fasse pas davantage les gros titres et des mesures d'investigation de la part de la grande presse, comme on dit, parce que c'est quand même très étonnant et c'est la première fois depuis combien de temps? Depuis un demi-siècle qu'on a des criminels aussi en capacité de menacer l'État à ce point. Oui, c'est terrible. C'est moi, du moins en tant que journaliste et citoyen, j'ai envie de vous dire, je me pose cette question. Ces attaques coordonnées de prison, manifestement, me semble être un affront fait directement à l'État. Et vous l'avez dit, il y a peut-être une visée politique. Alors narco, parce qu'au début on nous a dit que c'était l'extrême gauche, probablement, ça a duré quelques heures. Ensuite, on nous a dit qu'effectivement, ça pouvait être en lien avec le narcotrafic. Une mexicanisation de l'État français, du moins du pays, pas l'État français. Et là, on se rend compte qu'avec cette volonté aussi, ces sigles qui sont marqués à chaque entrée de prison, et on se dit là, manifestement, il y a une espèce d'État, une espèce de pouvoir embryonnaire totalement dans le narcotrafic qui vraiment fait flipper. Je me permets d'utiliser
un mot, mais ça fait flipper véritablement par rapport à ça. C'est le signe de l'effondrement ou de la continuité de l'effondrement, selon moi, Céline Kléber. Oui, oui, vous avez raison. Moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'en fait, il faudrait accoler deux mots. Est-ce que finalement, on n'est pas dans un début de mexicanisation conjugué à un début de libanisation, hein? C'est-à-dire avec à la fois une montée des islamismes et d'autre part ce narcotrafic et une certaine porosité entre les deux. N'oublions pas quand même que le narcotrafic, il est mené par des gens qui sont assez proches par leur origine et parfois par leur foi des islamistes. N'oublions pas non plus que le narcotrafic permet de générer beaucoup d'argent, un trafic d'armes qui pourrait être utilisé dans d'autres conditions. Bon, c'est très préoccupant. Ce qui est aussi préoccupant, je trouve, c'est que pour le coup, là encore, je tire mon chapeau au service de sécurité et au service de renseignement. J'ai pas du tout une attitude critique systématique à leur égard. Je les ai rencontrés. Je sais que ce sont beaucoup de gens extrêmement dévoués à la cause nationale. Bon, néanmoins, je suis un peu inquiet de voir que finalement, pendant un certain nombre de jours, et on l'est encore, on a été dans le noir sur cette affaire de prison. Et je constate que sur un grand pont, on peut taguer d'énormes tags en l'honneur de ce groupement des DPF sans que personne ne s'en aperçoive. Donc je pense qu'on a quand même un petit problème de contrôle de la rue dans ce pays, un petit problème de maîtrise de la situation concrète. Alors peut-être parce qu'on s'est intéressé au spectre du terrorisme de très grand niveau, style Kouachi, qui évidemment doit être surveillé, mais il faut pas abandonner les autres domaines. Je pense beaucoup à la Corse. Pendant des années, en Corse, on s'est focalisé sur les nationalistes, sans doute à raison. Mais parallèlement, on a oublié un peu de lutter contre la mafia. Et du coup, aujourd'hui, le problème corse, c'est plus un problème trop nationaliste, mais c'est un problème précisément de mafia qui a pris une emprise, qui a désormais une emprise très grande sur l'île. C'est d'ailleurs parfois d'anciens nationalistes qui sont aperçus qu'en passant du côté de la criminalité, ils étaient parfois moins embêtés qu'en restant du côté politique, avec une porosité entre les deux, un peu à l'image de cette porosité entre narco et islamiste. Donc voilà, c'est cette porosité entre ces milieux qu'il faut absolument éviter et cette jonction qu'il faut casser absolument. Alors, vous parlez, Céline Kléber, merci d'être là ce matin, des services de renseignement, mais au-dessus de ça, il y a des gens qui décident. Il y a des gens, des politiques, les ministres, notamment ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice. Concrètement, aujourd'hui, c'est quoi, selon vous, les symptômes ou du moins les causes de cet état? C'est-à-dire, c'est quoi? C'est une démission de certains? Est-ce que c'est une déconnexion de la situation? Est-ce que c'est une désorganisation des services? Parce que les services, ils enquêtent sur, à un moment donné, il y a une colonne vertébrale qui tombe et on est censé avoir une vision très claire de ce qu'on veut faire et dans quel endroit on ne veut pas aller ou du moins sur quel avenir on veut aller. Est-ce que c'est la déconnexion ou la démission de certains de nos élus ou du moins classe politique? Il y a un peu de tout, hein, il y a un peu de tout dans la situation qui est la nôtre. Bon, je pense qu'on a un problème, c'est que depuis maintenant plus de 15 ans, on en parlait tout à l'heure, on a accru les normes qui encadrent l'action de la police et de la gendarmerie, notamment au travers du code de procédure pénale, et que c'est plus compliqué aujourd'hui de monter des enquêtes qui puissent aller jusqu'au bout, et qui puissent en particulier faire l'objet d'une sanction judiciaire efficace. Donc là, il y a un problème, j'allais dire presque technique, qu'on pourrait régler, c'est réduire considérablement la complexité des textes qui encadrent l'action des services. Premier point. Deuxième point, on a une justice qui n'a pas évolué comme la situation aurait dû le faire. C'est-à-dire qu'on a des parquets qui sont dans bien des endroits, pas partout, mais dans bien des endroits complètement dépassés par la délinquance de masse. On a par ailleurs des magistrats qui parfois font un peu d'angélisme quand on voit un certain nombre de décisions préoccupantes. On a des magistrats qui d'autres fois aimeraient bien taper fort, mais qui ne peuvent même pas le faire parce qu'il n'y a plus de place dans les prisons ou qu'il n'y a plus de place dans les centres éducatifs fermés pour les délinquants mineurs. Et donc, ils n'ont pratiquement pas de solution concrète. Et puis, on a tout simplement une justice qui fonctionne comme au XIXe siècle,
avec une informatique qui reste dépassée, avec des tribunaux qui sont eux-mêmes dépassés, je dirais presque du point de vue immobilier. Il faut savoir qu'on n'a pas assez de salles pour audiencer les procès. Et si on n'a pas assez de salles, pas assez de magistrats, on ne peut pas tenir les procès. On sait qu'un procès, ça dure longtemps. Ça dure aussi longtemps à cause de la complexité des normes dont j'ai parlé à l'instant. Et donc, on a un grand nombre de verrous, de goulots d'étranglement au niveau de la justice. Et donc, je pense que si un ministre de la Justice devait faire quelque chose, il pourrait le faire. Mais il faut vraiment se lancer dans l'action. Il faut revenir sur certaines lois pénales, notamment la fameuse loi pénale sur les prisons de Rachida Dati, qui fait que si vous avez moins de 2 ans, jusqu'à 2 ans de prison, en réalité, ça veut dire que vous ne faites pas de prison. Et ça, tous les petits voyous le savent. Tous les petits voyous le savent. C'est quand même pas très dissuasif. Quand vous allez dans les quartiers, vous savez ce qu'ils disent, hein. Les petits voyous vous disent, ah bah ce sont des bouffons. Pour eux, nous sommes des bouffons. Pardonnez-moi cette expression, nous sommes des bouffons parce que eux sont dans le rapport de force, nous, on est dans le maternel. Et là, vous touchez un point vraiment essentiel parce que c'est une question qui se pose à nous, à tous. C'est-à-dire que la question que je viens de vous poser, c'est que l'État français est-il incarcéré lui-même, hein, à la différence des petits voyous, est-il incarcéré dans le droit et dans les procédures? Est-ce que c'est ça aussi le mal français? Vous le dites, notamment sur les procédures, sur les procès, mais concrètement, est-ce qu'il y a une solution à ça aujourd'hui? Vous parliez du nombre de pages du code pénal. Est-ce que l'État est incarcéré lui-même dans ses propres droits, dans sa propre loi et ses procédures? Pour répondre très concrètement à votre question, je dirais oui. Et il y a notamment 2 verrous, puisqu'on parle d'incarcération. L'un qui s'appelle le Conseil constitutionnel, l'autre qui s'appelle le Conseil d'État, qui ne raisonne plus en fonction de l'intérêt de la nation, mais d'une vision, je dirais, théorique du droit, qui aujourd'hui devient une sorte de droit qui s'oppose aux citoyens en réalité, qui empêche les citoyens de vivre dans la sécurité et la sûreté. Donc, c'est important d'avoir un état de droit. Évidemment, personne ne va le contester. Mais il y a un moment où il faut faire attention à ce que cet état de droit ne se retourne pas contre ceux à qui il devrait bénéficier, qui ne sont pas en priorité les voyous et les délinquants, mais qui sont les concitoyens, nos concitoyens, qui vivent paisiblement, qui essayent de mener leur vie selon les principes de la vie bonne, si je puis dire, pour reprendre les termes des philosophes grecs. Donc, il y a un vrai problème et on va avoir un moment intéressant, hein, puisque dans quelques semaines, puisque vous avez vu que la loi sur le narcotrafic va être définitivement votée probablement dans quelques heures. Et donc, on va voir ce que le Conseil constitutionnel fait. Est-ce qu'il va retoquer un certain nombre de dispositions de cette loi, comme il l'a fait sur beaucoup de textes, dans beaucoup de domaines, hein, dans le domaine de l'immigration, dans le domaine de la justice, dans le domaine de la police. Donc, effectivement, votre terme, je le reprendrai volontiers, on a un État qui est un peu incarcéré dans son propre droit, et ça donne un résultat très concret, c'est que si vous allez en banlieue, notamment en banlieue pavillonnaire, vous voyez qu'on a beaucoup de nos concitoyens qui sont incarcérés puisque leurs fenêtres sont couvertes de barreaux. Donc ce sont eux qui en réalité sont en prison par rapport à d'autres qui mériteraient de l'être. Là-dessus, c'est intéressant parce que j'aimerais qu'on en parle aussi. Notamment, il est question de guerre civile dans ce livre-là, Douce France, paru chez Le Toucan Noir, Céline Kléber, et c'est un pseudonyme. Vous êtes haut fonctionnaire, je le rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre ce matin dans la matinale. Moi, j'ai quand même l'idée de guerre civile et l'idée aussi de milice privée. Mais je me permets là, dans certaines régions de France et là peut-être où j'habite, il y a des gens aujourd'hui, des bons pères de famille, qui dans certains quartiers ou zones pavillonnaires font des rondes de la nuit pour éviter que leur maison soit attaquée. Je veux dire que là, c'est la désagrégation de l'état de droit, c'est la fin du monopole de la violence légitime. C'est terrible de vivre ça aujourd'hui concrètement chez une partie de la population qui ne se sent plus en sécurité et plus protégée par l'État. Là aussi, est-ce que ça fait partie des ferments d'une guerre civile aujourd'hui qui sont très inquiétants, hein? Oui, ben évidemment, si l'État démissionne, certains peuvent être tentés de le remplacer. C'est aujourd'hui pas si compliqué que ça de se procurer des armes, donc ça peut facilement dégénérer. Alors mon propos n'est absolument pas de dire qu'il faut rentrer dans l'autodéfense, parce que je pense que ce serait une étape de plus vers la désagrégation de l'État.
mais il faut que l'État se ressaisisse. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question, j'ai pas eu le temps d'y répondre, sur les politiques. C'est un point très important. Je pense il faut aussi que les Français ressaisissent leur destin et leur avenir. Et donc, il faut qu'ils rentrent d'une certaine façon, je sais que c'est facile à dire, qu'ils rentrent d'une certaine façon en politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, la classe politique, elle est très, très petite. Elle n'est pas large du tout et elle a très, très peu de moyens d'être en connexion avec les citoyens. En particulier parce que les partis politiques en France se sont écroulés. Hein. C'est vrai dans tous les pays occidentaux, mais particulièrement en France. Donc un homme politique, quand il se retourne pour regarder quels sont les trous qui sont derrière lui aujourd'hui, il va pas voir grand monde. Hein. Donc il faut aujourd'hui que les Français, je dirais, normaux, les Français de base, comme nous, se ressaisissent de la politique, et c'est pas tous les 5 ans uniquement. Ça veut dire qu'ils s'intéressent aux réunions de leur maire. Ça veut dire qu'ils n'hésitent pas à écrire à leurs parlementaires. Ça veut dire qu'ils n'hésitent pas à écrire aux ministres. Je peux vous dire que d'expérience, quand un ministre reçoit beaucoup de mails, alors, sauf s'ils sont tous rédigés de la même façon, parce qu'à ce moment-là, on sait que tout ça est coordonné, mais quand on reçoit beaucoup de mails dans un cabinet ministériel, eh bien, forcément, le conseiller ou le directeur de cabinet va commencer à s'inquiéter et finira peut-être par en parler à un de ses conseillers, qui va en parler à la direction compétente. On va instruire le sujet, et puis on va peut-être s'apercevoir qu'il faut peut-être en dire un mot au ministre. Alors, ça va pas arriver tout de suite, et ça finira par arriver. Et donc, il y a vraiment un intérêt concret à ce que les Français se ressaisissent de leur vie quotidienne, et pour ça, interviennent auprès de leurs ministres, auprès de leurs parlementaires. Les parlementaires sont aussi très très sensibles à ça, auprès des cabinets ministériels. Je vous donne un autre exemple. Aujourd'hui, en préfecture, un préfet, quand il est confronté à un problème d'immigration, eh bien, il est confronté à quoi? Il est confronté à des dizaines d'associations pro-immigration qui le harcèlent en permanence pour lui dire un tel, il faut le garder en France et ne pas mettre en œuvre les lois applicables. C'est ça la réalité. Donc la pression, elle est dans ce sens-là. La pression inverse, qui consisterait à dire, monsieur le préfet, appliquez la loi, monsieur machin, il est sans doute très sympa, mais il est sur le territoire de manière irrégulière, cette pression-là ne s'exerce pas. La pression qu'ils exercent en termes d'immigration, c'est une pression pour garder les gens sur le terrain, parce qu'il y a des dizaines d'associations immigrationnistes, subventionnées d'ailleurs par l'État, qui font pression sur les préfets. De la même façon, dans un certain nombre de domaines liés aux régaliens, sont des associations type Ligue des droits de l'homme, etc., qui jouent un rôle de pression pour, j'allais dire, empêcher d'une certaine façon l'État de jouer son rôle. Donc, il faut être conscient de ce jeu de pression pour au moins l'équilibrer. Et donc, les Français, les millions de Français qui effectivement sont dans la situation, peuvent agir un peu, certes à la marge, mais si on coagule ces millions d'actions, ça peut faire bouger les choses. Donc, il y a des associations intéressantes dans lesquelles on peut rentrer pour faire bouger les choses. Il y a les contacts mail, les contacts téléphoniques qu'il faut faire fonctionner en masse. Parce qu'il faut éviter cette déconnexion très forte qui existe entre les politiques. Enfin, l'éviter, c'est plus l'éviter. Il faut reconnecter les politiques au terrain et aux concitoyens. Là-dessus, effectivement, cette désaffection aussi, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de terrible dans le ressentiment? C'est même pas un sentiment, c'est un ressentiment entre le deux poids deux mesures. On a vu les gilets jaunes, la répression sur les gilets jaunes, on voit dans les manifestations, notamment sociales, à but social, ou d'ailleurs dans tous les jours, les radars, les feux, enfin ce que vous voulez, les ZFE, les DPE. Donc il y a un vrai flicage, je le dis, de la population. Et puis après, il y a ce que vous décrivez dans votre livre. Est-ce que là aussi, concrètement, ce deux poids deux mesures, il est pas mortel ou mortifère pour l'agrégat de l'État et du moins du fait de se régénérer et devenir un peu plus serein, parce que les concitoyens aujourd'hui ne l'acceptent plus concrètement, et on le voit sur les réseaux, on le voit dans les discussions, on le voit dans les différents cercles. Il y a des gens qui ne comprennent plus concrètement d'être aussi fliqués et d'avoir cette situation de délinquance, de narcotrafic prospérer partout, avec des gens qui manifestement n'ont rien à faire des sanctions et s'affrontent à la police comme si c'était un clan adverse aujourd'hui, malheureusement. Oui, on peut avoir le sentiment qu'aujourd'hui, on est dans une phase où la justice est source d'injustice pour les Français.
Et on le vit au quotidien dans un certain nombre de quartiers. Il suffit d'ailleurs d'aller dans le métro à Paris pour voir qu'il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas les règles, tout simplement en consistant à payer leur ticket, et qu'il se passe pas grand-chose finalement. J'ai entendu parler il y a quelques mois, peut-être vous aussi, Nicolas, de la volonté de la RATP de relancer les contrôles. Bon, on ne sait pas trop ce qui s'est passé depuis, parce que les nouveaux contrôles, on les a pas vus. Récemment, j'ai entendu parler d'une statistique sur les contrôles des couteaux, des sacs à l'entrée des écoles. Et alors, j'ai vu un grand journal qui titrait « 1 millier de contrôles depuis le mois de mars ». Mais c'est rien du tout, 1 millier de contrôles sur la totalité du territoire national et sur les centaines et milliers d'établissements scolaires qui existent. C'est dérisoire. C'est une goutte d'eau, une gouttelette d'eau. Donc il y a vraiment un sujet qui consiste à dire oui, il y a des limites à ne pas franchir. Et oui, il y a des gens qui doivent être sanctionnés. Mais pour ça, il y a quand même quelque chose de très psychologique qu'il faut reprendre en main. C'est que il faut admettre l'idée que l'État fasse usage de la violence. C'est ça le paradoxe aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, des gens sont totalement décomplexés vis-à-vis de la violence, des voyous, et à l'inverse, l'État, lui, est très en arrière de la main et n'ose plus faire usage de la violence. Ce qui est quand même un comble. On le voit notamment dans la gestion des frontières. On est dans un pays où on n'oserait plus dire « Ah ben attention, là, la frontière, vous n'avez pas le droit de la traverser, et si vous la traversez, ça tombera sur vous. » C'est quand même le cœur de la souveraineté d'un pays, sa frontière. Je vous le fais pas dire. Je vous le fais pas dire. Et donc, on n'est plus en capacité de le faire. Donc, aujourd'hui, il faut véritablement que psychologiquement, et on va revenir aux politiques à ce propos, les services puissent se dire « Je peux agir in fine par la coercition, c'est toujours regrettable, mais il y a des moments avec certaines personnes où c'est nécessaire. » Pour cela, il faut certainement protéger un peu mieux nos services de sécurité pour éviter qu'effectivement ceux qui fassent usage de la violence soient systématiquement ceux qui soient mis en cause par la justice. Et puis deuxièmement, il faut des politiques qui l'assument. Il ne faut pas que dès qu'il y ait entre guillemets un abus, ce qu'on pense être un abus, et qu'il est rarement en réalité, que tout de suite le cabinet du ministre appelle le préfet, pour que le préfet appelle le directeur départemental de la police nationale, pour que le directeur départemental de la police nationale dise « Oh là, calmez le jeu, il y a déjà eu un problème, là, je veux plus en entendre parler. » Il faut qu'au plus haut niveau de l'État, on assume la protection des services de sécurité quand ils ont affaire à des personnes malveillantes et dangereuses. C'est vrai que, par moment, ce sont des situations compliquées, on n'arrive pas toujours à régler les choses par la gentillesse. Donc, il faut que l'État, au plus haut niveau, assume sa capacité à agir d'autorité. Oui, oui, parce que effectivement, c'est ce constat que font les Français aujourd'hui dans toutes les villes. C'est assez compliqué. Il y a beaucoup de villes, notamment, je parle de celle de Montpellier, mais qui n'a rien à envier à Grenoble, qui n'a rien à envier à Bordeaux. Aujourd'hui, on comprend mal en tant que citoyen qu'on puisse plus se déplacer librement dans une ville sans risquer à un moment donné que quelqu'un attente à notre vie. Aujourd'hui, ce contrat social, il est de plus en plus mis à défaut concrètement et de plus en plus piétiné, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Ce qui est préoccupant d'ailleurs, c'est que ce que vous décrivez à propos des villes commence à se répandre dans les petites villes, y compris dans certaines zones rurales. Donc, viendra peut-être un jour où on sera tranquille nulle part. Donc peut-être là, il y aura une réaction. Bon, il faut aussi que les Français se ressaisissent, je l'ai dit tout à l'heure. On voit aussi que, je pense qu'il y a quelque chose de psychologique très profond. C'est-à-dire que face au problème, parfois, on préfère fermer les yeux. On préfère fermer les yeux parce qu'on dit c'est trop difficile à régler. La bonne et la mauvaise nouvelle, c'est que c'est pas si difficile à régler. Il y a des pays qui ont beaucoup avancé dans ce domaine. Alors, regardez même les États-Unis, certains États des États-Unis, certaines villes des États-Unis qui étaient dans une situation de délinquance catastrophique et qui ont réussi à redresser la barre. Mais pour ça, il faut qu'on ait des services de sécurité qui puissent agir et une justice qui puisse fonctionner et taper fort. Il y a un aspect dissuasif dans la justice qui est fondamental et qu'on a oublié dans notre pays.
Donc, si on ne règle pas ces deux affaires, eh bien, on n'arrivera pas à grand-chose. Et pour qu'on les règle, il faut qu'on ait des politiques qui osent. Alors, je pense, par exemple, qu'il serait bon, peut-être qu'un jour, que M. Darmanin nous dise, eh ben, j'ai décidé de régler le problème du code de procédure pénale. On va se donner 3 mois, on va se donner 6 mois, et dans 6 mois, il aura 2 fois moins de pages et 3 fois moins d'articles. Et on évaluera ça au bout d'un an ou deux pour voir si ça a fonctionné. Faire payer les prisonniers en prison, c'est très bien. Symboliquement, c'est super. Bon, mais encore faut-il y parvenir, et on sait très bien qu'un certain nombre d'entre eux organisent leur insolvabilité, notamment les plus malins du narco-banditisme. Sinon, ce serait trop facile pour nous. Mais sur le symbole, très bien. Il faut y arriver. Il y a un certain nombre de pays dans lesquels c'est pratiqué. De la même façon qu'il faut renouer avec le travail en prison. Alors là, ça devient plus compliqué parce qu'évidemment, il faut du travail à fournir à ceux qui veulent le faire. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on peut avancer. C'est de la responsabilité des ministres de le faire. Malheureusement, le cap politique du gouvernement n'est pas très clair dans ce domaine. On a un ministre de l'Intérieur qui semble très allant. D'ailleurs, on voit que ça lui est profitable, si je puis dire, dans la vie politique. Côté garde des Sceaux, on voit pas très bien ce qui se passe concrètement. Et puis il y a tout le reste, et surtout la capacité de l'État à donner une image de lui-même. C'est-à-dire aujourd'hui, où va l'État? Vers plus d'autorité ou vers moins d'autorité, bien malin qui pourrait le dire. Il faut aussi régler le problème de l'école. Aujourd'hui, les choses se règlent à l'école. J'ajouterais qu'il faut aussi régler le problème des parents, et là ça devient plus compliqué. Le problème de l'autorité, ça se joue dès le départ, et quand l'autorité du professeur est mise en cause par les parents, comme ça arrive de plus en plus souvent, ça commence très mal. Donc il faut rebâtir un peu tous ces éléments, toutes ces briques d'autorité. Bon, ça fait quand même 30 ans qu'on les a laissés tomber, donc il y a un peu de travail. Ça se fera pas en un claquement de doigts, mais un certain nombre de pays autour de nous montrent que c'est possible. Hein. Regarde, il suffit de regarder des pays voisins dans lesquels les choses se passent un peu moins mal, alors même que la situation n'était pas simple. Hein. Je pense par exemple encore une fois à l'Italie, quand même pas un pays simple. On a vu que notamment le sud de l'Italie était gangréné par la mafia. Ils ont pris des mesures extrêmement fortes qu'il faut prendre dans le sud de la France notamment. Donc ça veut dire qu'on peut faire bouger les choses. Il faut quand même être conscient qu'aujourd'hui, la statistique des crimes de sang en France est plus mauvaise qu'en Italie. C'est quand même assez extraordinaire. Et toute dernière question, Céline Kléber, puisqu'on arrive à la fin de l'entretien, on vous parliez du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, effectivement, qui avait, semble-t-il, séduit une partie de la population pour son ton franc. Manifestement, là, sans faire de politique politicienne pour le coup, mais avec quelqu'un comme Retailleau qui a beaucoup déclaré avec un ton très péremptoire sur la délinquance, l'immigration, enfin tous les sujets qui préoccupent malheureusement les Français. Est-ce que si Bruno Retailleau échoue, ou du moins qu'il est incarcéré lui aussi, hein, concrètement dans un gouvernement ou dans un pouvoir qui ne veut pas avancer? Là aujourd'hui, on le voit avec la mafia DZ qui est en train de s'étendre à tout le pays. Hein. C'est absolument colossal. En quelques mois, c'est fulgurant ce qui est en train de se passer. Est-ce que là, on n'arriverait pas à un point de rupture où les derniers Français qui pensaient que peut-être une personnalité politique aurait pu au moins endiguer, pas régler, mais endiguer les problèmes et essayer de retrouver une certaine forme de sérénité, est-ce que là, à un moment donné, quand les Français perdent totalement espoir d'un avenir meilleur, est-ce que là aussi, ça risque pas d'être compliqué là-dessus? Oui, je pense que vous avez raison. Il faut aussi que les Français puissent incarner leur espérance. Et l'incarnation, ça passe par des acteurs politiques. Aujourd'hui, c'est le ministre de l'Intérieur qui, semble-t-il, incarne le mieux cette espérance de redressement. C'est une grosse pression pour lui. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il va falloir qu'il soit en capacité d'aller jusqu'au bout de sa personnalité. Bon, moi, je m'y intéresse depuis un certain temps, donc je pense que c'est quelqu'un d'intéressant, qui résonne de manière un peu différente d'un certain nombre d'autres. Mais il va falloir qu'il se libère justement du carcan, de l'incarcération, et que si ça bloque trop, à un moment, il va falloir faire le choix de l'intérêt de la nation par rapport à la survie politique. En tout cas, la survie politique à court terme, parce que on a vu que dans le passé,
la rupture, je pense au général de Gaulle, la rupture à court terme peut être sur le long terme positive pour l'acteur. Enfin, le pari est difficile à prendre. Donc oui, peut-être faudra-t-il à un moment franchir le Rubicon et dire que il faut avancer dans ce domaine parce que sinon il n'y a pas de solution. Hein. Si on reste dans un gouvernement qui est ni figue ni raisin, où il y a un peu de droite, un peu de gauche, beaucoup de centre, avec des gens qui savent pas trop ce qu'ils veulent ou qui veulent des choses très différentes, eh bien ça finira par décevoir tout le monde. Donc vous avez tout à fait raison, il y aura une étape un bain acide de la vérité qui va probablement se présenter d'ici quelques semaines, voire quelques mois. Mais encore une fois, le sort de la loi narcotrafic va être assez intéressant. Bon, mais en tout cas, on va suivre ça, bien entendu. C'était passionnant. Merci, Céline Kléber. Vous êtes haut fonctionnaire aujourd'hui. Vous venez de publier ce livre-là, Douce France au toucan noir. Et bien sûr, vous avez choisi, c'est normal, l'anonymat. C'est pour ça que c'est un pseudonyme. En tout cas, on vous remercie de nous avoir accordé ce très grand entretien sur Tocsin. C'est très intéressant et ça nous permet effectivement d'avoir une perspective et une grille de lecture beaucoup plus profonde. Merci beaucoup d'être venu sur Tocsin ce matin, Céline Kléber, en tout cas. Merci beaucoup, Nicolas Vidal. C'était un plaisir de discuter avec vous. Merci en tout cas de cette confiance. On vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. 7h30, 9h. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Tocsin sur tocsin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur tocsin-media.fr/gazette, tocsin-media.fr/gazette. À bientôt.